en sciences de la nature et nous avons notre invité Francis Gérard Brisson de Ville-en-Vert. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez aimer la présentation, donc ce qu'ils auront à dire sur la réduction des déchets, sur ce qui nous touche de plus en plus près et l'environnement surtout. On en parle beaucoup dans les médias. J'espère que vous allez écouter, ouvrir vos oreilles toutes grandes. Donc, merci beaucoup. Bienvenue et à vous. Bonjour, merci à tous d'être là. Je me présente, Chantal Racine, conseillère pédagogique au Collège Annecy. Je suis responsable de la formation scientifique dans plusieurs programmes, dont celui de Sciences de la Nature. J'ai avec moi deux invités qui sont là pour vous parler, pour discuter de cet important problème de réduction des déchets. Alors, Catherine Pilon, une étudiante en sciences de la nature et curieuse de nature. Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, Catherine, je crois que pour toi, c'est un retour aux études après une assez longue période de réflexion, n'est-ce pas? Oui, un bon 12 ans d'absence. Ça me fait vraiment plaisir d'être au Collège Annecy, justement, de retour dans les belles études. Puis on est bien content que tu sois avec nous. Merci, Catherine. On a également avec nous un spécialiste de l'organisme Ville-en-Vert, Francis Gérard Brisson. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lu sur le site de Ville-en-Vert que votre mission est, entre autres, de faciliter l'adoption de comportements favorables à la protection de l'environnement et de saines habitudes de vie. J'aimerais savoir, quel est ton rôle au sein de Ville-en-Vert? Oui, donc personnellement, je m'occupe du volet gestion de matières résiduelles, donc tout ce qui concerne le compost, le recyclage, la réduction des déchets de façon générale. Ce que je fais, c'est beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans les commerces. On fait des kiosques, des ateliers pour apprendre aux gens à mieux gérer leurs matières résiduelles. Je m'occupe aussi des patrouilles, donc les patrouilles qui vont à la rencontre des gens dans ces activités-là. Puis on fait aussi, par exemple, la distribution des bacs, par exemple l'implantation des bacs bruns récemment dans une quartier-ville. Ah, merci. Et si je ne me trompe pas, tu as bien étudié en sciences de la nature au cégep, n'est-ce pas? Dans quel profil? Oui, exactement. J'ai fait mon diplôme d'études collégiales en sciences de la nature, profil santé, au cégep Maisonneuve. Ah, est-ce que tu pourrais me dire en quoi ce parcours en sciences de la nature t'aurait préparé ou aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail? Oui, c'est bon. À l'époque, j'ai choisi le diplôme d'études collégiales en sciences de la nature un peu parce que je cherchais encore ce que j'avais envie de faire dans la vie. Je savais qu'étudier en sciences, ça allait me permettre d'explorer un peu mes options, ça allait me donner le temps de trouver ma passion, ça allait me garder aussi la plupart des portes ouvertes pour des études universitaires. Donc, j'avoue que j'ai pas particulièrement été un élève modèle au cégep. J'ai eu beaucoup de difficultés dans plusieurs cours. Mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup de facilité en biologie. Je trouvais que la biologie, ça me permettait de mieux comprendre des concepts abstraits qu'il y avait dans d'autres matières. Donc, ça me permettait d'appliquer ce que je voyais en chimie, en mathématiques, dans des choses plus concrètes. C'est pour ça que j'ai fini en biologie à l'université, qui m'a finalement mené à une maîtrise en environnement, puis d'où mon travail en gestion de matières résiduelles. Wow, merci beaucoup. Eh bien, on a ici une étudiante prête à poser 2 ou 3 questions. Est-ce que toi, tu es prêt à les entendre? Oui, certainement. Parfait. À toi, le micro, Catherine. Parfait. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on met dans nos bacs à recyclage, s'ils sont vraiment recyclés. OK. Très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recyclage, c'est une question très complexe. Rapidement, la réponse, ce serait non. C'est pas tout ce qu'on met dans le bac de recyclage qui est recyclé. Les données sont disponibles sur Internet. On peut regarder les derniers rapports de Recyc Québec. Puis on voit que ça serait environ 54 % de ce qu'on met dans notre bac vert qui serait recyclé ici au Québec. Ça varie beaucoup d'une matière à l'autre. Par exemple, on va parler de presque 80 % pour le papier, le carton, 50 % pour le métal. Par contre, pour le verre, le plastique, là, ça descend en bas de 20 %. Pour ce qui n'est pas recyclé ici, c'est souvent vendu à des courtiers. Ces courtiers-là, eux, vont vendre nos matières souvent à l'étranger pour que ce soit recyclé dans d'autres pays. Malheureusement, les courtiers, c'est des entreprises privées. On n'a pas nécessairement toute l'information sur ce qui se passe après avec ces matières-là. Est-ce que c'est bien recyclé? Est-ce que c'est entièrement recyclé? Est-ce que c'est recyclé selon des normes environnementales?
ça devient difficile de savoir. Mais si on me demande est-ce que c'est important de mettre ces matières dans le bac vert, oui, je trouve que c'est essentiel, même si au final, on se retrouve avec 10 ou 20 de pertes. Pour moi, c'est essentiel. Donc, peu importe le pourcentage recyclé, ça peut être bien. Oui, exactement. Il faut aussi savoir que le recyclage, c'est pas une solution miracle. À chaque fois qu'on pense mettre quelque chose au recyclage, on devrait aussi se poser la question avant, est-ce que ça aurait été possible de ne pas utiliser cet objet-là dès le départ ou de le réutiliser davantage? Parce que même si un objet est recyclé ou recyclable, il y a quand même eu un impact environnemental. Merci beaucoup. Catherine, tu aurais une deuxième question pour Francis? Oui, effectivement. Je suis bondée de questions, en fait, ça va bien. Qu'est-ce qui se fait actuellement en recherche pour réduire ou mieux gérer nos déchets? Puis quelles sont les solutions aux problèmes environnementaux? Oui. Au niveau de la recherche, ces temps-ci, on parle beaucoup d'éco-conception en entreprise. L'éco-conception, c'est décider d'évaluer tout le cycle de vie d'un objet dès sa phase de conception. Donc, par exemple, on va se demander, est-ce qu'on utilise les matières premières qui sont le plus écologiques? Est-ce qu'on pourrait réduire la quantité de matières premières qu'on utilise? Est-ce qu'on pourrait réduire la quantité d'emballage? Comment qu'on va gérer le transport? Combien de temps l'objet est supposé durer? Puis comment on peut s'en débarrasser après usage? Est-ce que l'objet est recyclable et compostable? Ça, c'est des exemples d'éco-conception, y réfléchir à l'avance. Par exemple, ça pourrait être aussi simple qu'une entreprise qui décide de refaire le format de ses boîtes pour utiliser 5 ou 10 moins de carton. Et ça, c'est de l'éco-conception. Et on va se le dire, 5 de moins de matières premières sur 100 000 boîtes, et ça, là, finalement, un gros impact. De l'éco-conception, on pourrait aussi parler, par exemple, d'une entreprise qui fait son téléphone avec des batteries qui sont remplaçables. De plus en plus, de nos jours, dès que notre téléphone commence à ralentir ou à perdre un peu d'efficacité, mais on est obligé de le changer au complet. Tandis qu'avec une batterie remplaçable ou avec des pièces remplaçables, on change seulement les morceaux qui posent problème. Ça, c'est de l'éco-conception. Le problème, c'est que les entreprises ne sont pas nécessairement avantagées à faire de l'éco-conception. Quand on parle de réduire les matières premières, réduire l'emballage, réduire le transport, c'est sûr que ça se transfère en coût moindre pour l'entreprise. Mais si on parle de faire des produits qui durent plus longtemps ou de faire des pièces remplaçables, bien là, ça n'amène pas de profit pour l'entreprise. Si tu gardes ton téléphone pendant 10 ans, l'entreprise ne fait pas plus d'argent. C'est vraiment à nous de faire des choix qui sont plus écologiques, de choisir des produits qui sont plus durables, de choisir des produits qui sont réutilisables. Si une entreprise décide de faire des changements dans sa façon de fonctionner, c'est parce qu'il va y avoir eu de la pression de la part des consommateurs. Donc, c'est comme un peu opposer la volonté du consommateur à la volonté de faire de l'argent de la compagnie. Bien, en fait, les deux vont de pair. Si on n'achète que des produits qui sont écologiques, qui sont durables, les compagnies n'auront pas le choix de suivre. Ben oui, merci beaucoup. C'est à nous de le faire, dans le fond. Oui, tout à fait. On a le temps d'une dernière question, hein, Catherine? Oui, je pense bien que oui. On a le temps. On va y aller. Qu'est-ce que nous devrions prioriser dans nos gestes au quotidien pour... puis, est-ce qu'on a vraiment une chance de sauver la planète? C'est bon. Sauver la Terre, c'est une grosse question. Si on parle vraiment de sauver la Terre, faut comprendre tout de suite que la Terre survivra très bien sans nous. Si les humains disparaissent du jour au lendemain, la Terre va s'en remettre. Il y a eu plusieurs extinctions massives d'espèces par le passé. Je suis sûr qu'il va y avoir de la vie encore pour recoloniser l'espace. Si on parle davantage de sauver la race humaine, de nous sauver nous-mêmes, là, c'est sûr que c'est plus complexe. Il faut éviter de voir les changements climatiques comme quelque chose qui va tous nous faire disparaître. Les changements climatiques, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. L'enjeu des changements climatiques, c'est davantage notre qualité de vie. Par exemple, les changements climatiques, de façon générale, ça va causer de plus en plus d'événements climatiques imprévisibles. Donc, on peut parler de plus en plus de canicules, de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de froid durant l'hiver, des grosses vagues de froid ou des vents violents. C'est de plus en plus de choses qui vont
être difficile à prédire. Puis on voit que ça commence déjà. Par exemple, on a vu que cet été, on a eu des canicules effroyables, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des dizaines d'années. L'année dernière, même ici dans le quartier, à Annecy-Cartierville, il y avait eu des gros problèmes d'inondation, des inondations qu'on avait vues aussi à l'extérieur au Québec. Cette année, pour la deuxième année de suite, la Colombie-Britannique a les pires feux de forêt de son histoire. Cette année, je crois que c'était 600 feux de forêt, 21 000 km² de forêt qui partent en fumée. On l'a vu aussi avec la tornade. Je ne sais pas si vous avez entendu, dans la région de Gatineau, Ottawa, il y a eu une tornade il y a quelques semaines. C'est quand même très surprenant. Puis, en tant que scientifique, c'est difficile de dire que chacun de ces événements-là, pris séparément, est causé par les changements climatiques. Ça pourrait être des événements qui seraient arrivés de toute façon. Mais quand on prend tous ces événements-là accumulés dans leur ensemble, bien là, on voit qu'il y a un schéma on voit qu'il y a un pattern qui s'installe. Ça, c'est les changements climatiques. Donc, le problème des changements climatiques, c'est qu'on va avoir de plus en plus de misère à créer des produits, des services. On va avoir de plus en plus de misère à gérer nos infrastructures, à réparer nos routes, nos ponts, à assurer des livraisons, à assurer des services qui étaient normaux auparavant parce qu'il y a plein de choses. L'agriculture va en souffrir, nos routes vont en souffrir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de produits à l'avenir, des produits que nous, on prend pour acquis, qui pourraient devenir des produits de luxe à l'avenir. On le voit déjà qu'à cause des nouvelles maladies qui s'installent dans nos champs, à cause des espèces envahissantes, il y a beaucoup de cultures maraîchères comme la framboise, le bleuet, les petits fruits. Ben, ça pourrait, à l'avenir, doubler ou tripler de prix. On a vu la même chose avec la bière. Qui est faite avec de l'orge, puis on risque d'avoir plus de misère à cause des changements climatiques à cultiver ces choses-là. À la limite, on ne sait pas où exactement ça peut finir, les changements climatiques. Là. Si on pense qu'il y a des pays à l'étranger qui vont avoir de plus en plus de misère à nourrir leur population, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir déménager ici parce que nous, on a encore une certaine qualité de vie. Mais là, on voit déjà qu'avec les vagues de migrants, ça crée beaucoup de tensions. Qu'est-ce qui se passe si on augmente le nombre de migrants par 10, par 20, dans un contexte où nous, on a déjà de la misère à assurer notre mode de vie actuel? Je pense que c'est un des gros problèmes, c'est qu'on sait déjà qu'on s'enligne vers des années difficiles. Je pense que l'impact qu'on a eu sur l'environnement, le mal est fait. Mais si on est capable de réduire un tout petit peu notre consommation, si on est capable d'acheter moins, de choisir des transports qui sont plus écologiques, de choisir des produits qui sont plus durables, on va pouvoir réduire l'impact qu'on va avoir sur notre mode de vie. Donc, on pourrait économiser comme la matière première, si on veut, en réduisant notre consommation. Oui, exactement. Ce n'est pas nécessairement seulement une question de matière première. Ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on utilise un objet, il y a aussi toute l'énergie qui a été dépensée dans sa conception, son transport, l'emballage, tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Si on utilise une bouteille d'eau en plastique et qu'on la jette aux poubelles, il ne faut pas seulement se dire qu'on a gaspillé du plastique. C'est qu'aussi, on a encouragé tout un système qui dépense de l'énergie. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas 1000 solutions. Là. La seule chose à faire, c'est de repenser notre mode de vie complètement. Se départir en grande majorité du plastique, commencer à utiliser des choses plus locales, des choses qui viennent de notre quartier, de notre province, de notre pays. C'est vraiment qu'on doit apprendre à réutiliser nos objets, à réparer nos objets. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est perdu avec les années. C'est tellement rendu peu cher de s'acheter des nouveaux objets que quand on a quelque chose qui brise, ben, on s'en débarrasse, on va s'en racheter un nouveau. Ça coûte presque le même prix que le faire réparer. J'avais un enseignant de maîtrise qui me disait, ben, souvent, avoir des principes, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faire réparer ces électroniques, ça coûte cher. Mais si on ne fait pas ces démarches-là maintenant, ça risque de nous coûter encore plus cher à l'avenir. Pour moi, c'est vraiment de cette façon-là qu'on devrait y penser. Tous les gestes qu'on fait aujourd'hui pour l'environnement,
si on ne les fait pas aujourd'hui, réduire notre consommation, puis faire des choix environnementaux, on va être obligé de les faire plus tard. Puis des choix encore plus difficiles. Donc, autant s'y mettre tout de suite parce que ça va juste empirer avec le temps. Ben, c'est un très beau mot de la fin. Francis, merci beaucoup. Merci, oui. Et puis, ben,